Allez, vous écoutez André Berkoff, 0826 300 300 pour intervenir. Restez sur Sud Radio dans quelques instants, c'est l'heure du face-à-face. André Berkoff va recevoir son invité Paul-François Paoli, chroniqueur littéraire et essayiste. On va parler de son livre, le titre « L'imposture du vivre ensemble ». Je cite, c'est publié aux éditions de l'Artilleur. Sujet intéressant d'ailleurs, ça vaudra le coup de l'écouter. Restez avec nous. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Oui, en fait, les carottes ne sont pas cuites du tout tant qu'on aura des personnes qui pensent, des personnes qui réagissent, des personnes qui formulent et des personnes qui pensent même contre eux-mêmes. On va en parler tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité Paul-François Paoli, chroniqueur littéraire, essayiste et auteur du livre « L'imposture du vivre ensemble ». C'est publié aux éditions de l'Artilleur. Alors, Paul-François Paoli, bonjour. Bonjour. Écoutez, votre livre, moi, il m'a absolument passionné. Je le recommande, évidemment. Sinon, vous ne seriez pas là et je ne parlerais pas de ce livre. Il est très intéressant parce que, en fait, c'est important. C'est une feuille de température, ce livre. Et quand je dis c'est une feuille, c'est 1000 feuilles de température. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment à travers des écrivains, des philosophes d'aujourd'hui, d'hier, à travers un certain nombre de faits, de concepts, vous parlez de vraiment notre temps. Et qu'est-ce qui influe, qu'est-ce qui agite. Et puis vous prenez parti, vous prenez position, vous ne vous contentez pas évidemment d'être un observateur neutre. Qu'est-ce que ça veut dire neutre? Et objectif, qu'est-ce que ça veut dire objectif aujourd'hui? On peut en reparler. Donc, et vous dites quelques points de repère. Alors, je vais commencer d'abord par vous asticoter, non, juste une chose. Je trouve que c'est un livre passionnant. Je suis moins impressionné par le titre. Parce que je trouve que le titre, c'est pas du tout. Votre livre n'est pas sur le vivre ensemble. Votre livre, c'est pas ou l'imposture du vivre ensemble. Et c'est très bien. Enfin, je suis d'accord, en tout cas, sur l'imposture du vivre ensemble. Mais je trouve que votre livre est beaucoup plus un tableau de ce qui fait aujourd'hui agir, réagir, décomposer et recomposer une société comme la nôtre. C'est-à-dire que vous parlez de beaucoup de gens qui ne sont pas dans le vivre ensemble. Et je voudrais savoir pourquoi ce titre. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai voulu faire ressortir un contraste, faire apparaître un contraste flagrant entre d'un côté la richesse de la vie intellectuelle française, le fait qu'on a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de penseurs qui essayent de penser la complexité de la réalité française, de la réalité politique, et à côté de cela, une sorte d'idéologie, de discours vague, creux, acidulé, qui est celui parfois des journalistes et des médias, qui est celui des hommes politiques qui très souvent n'ont pas de culture politique d'ailleurs. Et donc c'est ce contraste entre la richesse d'un côté et la pauvreté de l'autre. Et ce terme de vivre ensemble, je l'ai choisi, ou on l'a choisi avec les gens, avec mon éditeur, parce qu'il nous semblait très significatif de la novlangue. Vous savez, George Orwell parlait de la novlangue, dans une sorte de novlangue un peu molle, lénifiante, mais aussi contraignante, c'est-à-dire qui se met en place partout, où les aspects du réel sont gommés par une sorte de discours pseudo-consensuel. Mais alors justement, vous montrez vous-même que ce vivre ensemble, enfin, où je suis d'accord avec votre définition, cette espèce de mot-valise mou, comme une montre molle de Salvador Dali du vivre ensemble, est battu en brèche par énormément de gens que vous citez. Et c'est en ça que votre livre est très intéressant, c'est que quand vous parlez de, je veux dire, je cite comme ça, d'Elisabeth Badinter à Georges Bataille, puisque vous avez fait un abécédaire en fait, mais je pourrais les citer tous, pour ou contre, en tout cas les Boutang, les Brodel, les Pascal Bruckner ou les Chevènement, etc. La plupart des gens que vous citez, ce ne sont pas des turiféraires de vivre ensemble. Alors, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, penser, c'est des fois penser contre soi, contre les évidences et les pseudo-évidences, et que le travail de la pensée, c'est d'affronter la question du conflit. À vrai dire, tous ces gens, je les ai lus. Le seul philosophe, et ça va vous amuser, chez qui j'ai trouvé cette expression de vivre ensemble, c'est chez Paul Ricoeur. Donc, ça vous étonnera pas trop. Le maître à penser d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire un penseur qui, pour moi, est éminent, mais qui, d'une certaine manière, est post-politique. Et mon angle, et ça c'est l'angle de tous mes essais depuis longtemps, c'est que la politique, c'est le courage
du conflit, c'est-à-dire c'est le dissensus. C'est-à-dire s'il n'y a plus de dissensus dans une société, c'est que nous sommes dans une société post-politique et d'une certaine manière, Macron, c'est un peu un certain libéralisme post-historique et post-politique. Alors justement, j'ai été frappé, puisque vous parlez de Macron, Macron est dans votre livre, et je trouve que vous êtes, je dirais pas gentil, mais vous êtes attentiste sur Macron. Il dit on verra. Vous n'avez pas été très sévère. Je pense, si vous voulez, je fais partie de cette mouvance, disons, conservatrice, souverainiste. On me classe un petit peu, mais je pense que avant de condamner, il faut un peu attendre. Et je pense que la cote de popularité de Macron n'est pas due simplement à un effet d'esbrouf. Je pense que c'est quelqu'un qui démontre des qualités, non seulement sur le plan de la communication, mais des qualités de chef d'État. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un aplomb, une maturité politique étonnante pour quelqu'un de son âge. On verra s'il est pour le dissensus ou pas. On revient à ce que vous avez dit. Ça ne m'empêche pas d'être en total dissensus avec sa vision du monde. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est juste un mot là-dessus. Je pense, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille, j'ai conseillé tous les auditeurs de Sud Radio de le voir, c'est Les Heures Sombres. On voit un Churchill. Churchill a été un homme d'État justement parce qu'il a le courage de dire non et d'arrêter les... Et alors, c'est vous avez vu que j'ai une entrée Churchill, justement. Oui, absolument. D'ailleurs, vous avez énormément d'entrées. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu, quand vous parlez justement du communautarisme, quand vous parlez de la haine, en disant, vous savez, tous les gens qui vous n'aurez pas ma haine, etc., et vous leur réglez leur compte, et à mon avis, à juste titre. Mais je voudrais savoir, alors ça va encore une fois des émeutes de banlieue, à Finkielkraut, à Foucault, à Max Gallo, on pourrait les citer tous. Et ce qui est passionnant, c'est pour ça que vraiment c'est un livre à lire, parce que ça met en perspective un peu toutes les idées, les courants qui traversent notre époque, notre temps, et puis les concepts. Et les concepts, ça va d'identité française, justement l'identité, l'immigration, les intellectuels et tout ça. Alors, Paul-François Paoli, vous avez beaucoup lu, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, et dans vos livres précédents, d'ailleurs, on vous avait reçu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que dans le paysage français aujourd'hui, le paysage des idées, le paysage intellectuel, le paysage des concepts et politiques, est-ce qu'on est encore dans le vivre ensemble, enfin dans l'utopie du vivre ensemble, où ça y est, les gens ont compris que ce n'est plus ça? Pourquoi j'utilise le terme d'imposture? Une imposture, c'est une illusion dont on sait qu'elle est une illusion, mais qu'on maintient comme une fiction, parce que l'abandonner fait peur. Y renoncer fait peur. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens, dans le milieu intellectuel ou ailleurs, qui s'illusionnent sur cette réalité du vivre ensemble. C'est qu'une question d'honnêteté et d'introspection. Quand vous voyez les bonnes consciences, les grandes consciences qui vous parlent de la mixité ethnique et de la mixité scolaire, et dont on sait que leurs enfants sont dans des établissements, dans des écoles privées, dans des écoles protégées, on sait très bien que ça ne va pas très loin. Quand on voit où habitent les gens du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État qui expliquent qu'il faut que la France reste un pays d'accueil, et quand on voit où ils habitent, ça peut paraître trivial et même mesquin comme argument, mais malgré tout, c'est pas trivial. Moi qui prends le métro depuis 40 ans à Paris tous les jours, le vivre ensemble, je pourrais en parler, et on peut pas dire que ce soit vraiment réjouissant. Donc je pense que c'est un mot qui ne veut rien dire. Et voilà. Et alors justement, est-ce que les intellectuels, les gens, est-ce que vous avez l'impression justement qu'aujourd'hui vous parlez de Zemmour à la fin justement, et puis beaucoup d'autres, et vous avez l'impression que cette notion commence à être battue en brèche? C'est un peu la question que je vous posais. Elle est complètement battue en brèche. Il n'y a pas un intellectuel qui donne un sens politique ou moral à cette expression. Je pense que les politiques ont besoin de cette expression parce que si vous voulez, c'est une manière c'est un baume sur une plaie purulente. Le soir du 31, quand Emmanuel Macron a fait son discours, qui a été assez consensuel, a été bien reçu, quelques heures plus tard, il y a eu les événements de Champigny. Ouais. On a vu ce que c'est que les gens qui se haïssent. Ouais. On a vu le visage de la haine. Ouais. C'est le mourir ensemble. Ça, voilà, c'est plutôt le mourir ensemble. Ouais. Et alors justement, vous parlez du politiquement correct. Ce qui est quand même étonnant de ce point de vue-là, le politiquement correct est quand même toujours là. Très puissant. Il domine, il est très puissant. Il est très puissant. On est quelques-uns là à essayer de battre en brèche. Enfin, il est extrêmement puissant. Et comment vous expliquez ça? Que ça reste cette espèce de chose qui perdure, Eh bien, c'est comme un pot de colle. C'est une sorte de langue molle. C'est comme un pot de colle. Ouais. Et je crois d'abord qu'il y a un manque de courage, un problème de caractère.
il est difficile de dire, oui, voilà, nous sommes une société fracturée, on ne pourra pas reconquérir un certain nombre de régions, de cités ou de quartiers où l'état de droit a disparu sans utiliser la force. Il est difficile de dire ça pour un homme politique. Et pourtant, tout le monde le sait. Oui, c'est ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a qui l'ont dit. Rappelez-vous, le Karcher et compagnie, sauf qu'ils n'ont rien fait. La question, elle est là aujourd'hui. Elle est, les Français sont sécuritaires et en même temps, ils sont humanitaires. Et donc, c'est une contradiction. Parce que si vous voulez réinstaller l'état de droit et le principe de sécurité, il faut à un moment donné sévir. Et on l'a vu à Champigny. On a vu des policiers en état de légitime défense qui ne se défendent pas. Oui, et qu'on empêche de... Absolument. Alors, je voudrais rêver, parce que vous parlez aussi philosophie, vous parlez de gens, c'est bien, vous parlez d'Alain Besançon, qui effectivement... Un très grand penseur. Un très grand penseur, qui est méconnu. Bon, vous parlez en même temps de Lévi-Strauss, vous parlez d'Aron, etc. Vous avez toujours été... vous avez la phrase qu'on disait, il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. C'est quelque chose qui vous a touché, toujours? Je trouve que c'est une définition un petit peu... C'est très français. Et quand on dit il faut mieux avoir raison avec Sartre que tort avec Aron, il ne faut pas seulement voir un intellectualisme français un peu aberrant. Il faut y voir toute la force du snobisme et de la vanité sociale. J'insiste beaucoup là-dessus. Les élites en France, les élites intellectuelles sont, comme toutes les élites certainement, motivé, ému aussi par le regard de l'autre. Et la question du snobisme et de la vanité, c'est très important. Aujourd'hui, c'est plus une honte de dire que je suis de droite, je suis conservateur. Le mot même conservateur est en train de reprendre une légitimité. Mais pendant très longtemps, la France, c'est organiquement, génétiquement, j'ai envie de dire, c'est le pays de la Révolution française. Donc, c'est un pays qui est génétiquement de gauche, si vous voulez. Donc, c'est difficile de se dire de droite, de se dire conservateur. Il y a un petit snobisme néo-réactionnaire, etc., etc. Oui, mais en fait, ce qui est très difficile pour un intellectuel, pour un philosophe, pour un sociologue, c'est de dire, oui, je ne suis pas de gauche. Il a fallu quand même 20 ans pour que Fickencroc finisse par dire, oui, je ne suis pas de gauche. Oui, et d'ailleurs, il a dit, je ne suis pas de gauche, parce qu'il voit ce qui est devenu la gauche. Mais est-ce que vous ne croyez pas, franchement, Paul-François Paoli, que justement ces notions, je dis pas, on dit toujours ces notions de droite et de gauche telles qu'elles existent aujourd'hui sont en train de tomber en poussière. Elles passent au second rang. Elles passent au second rang. Elles vont pas disparaître complètement parce qu'elles correspondent à des tempéraments, des sensibilités, presque à une sorte de clivage anthropologique. Mais c'est vrai que le clivage principal, à mon avis, c'est Macron qui l'a très bien défini, en tirant bien sûr le bon côté de son côté, c'est-à-dire ce clivage progressiste-conservateur. Pourquoi ce clivage est plus pertinent? Parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui sont des conservateurs. Oui, absolument, et ça se voit et on le sait. Mais alors justement, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui a fait attendez, je suis en train de retrouver... Alors, quand vous parlez d'identitaire, vous parlez beaucoup, on parle d'identité. Oui, on en parle beaucoup. C'est clair. D'ailleurs, vous parlez de la Corse, je crois que vous êtes Corse, oui. Corse vous-même, oui, vous êtes Corse. Est-ce que, alors, pour vous, est-ce que l'identitaire, parce que ça a été tout de suite frappé, évidemment, de l'extrême droite, dès qu'on vous dit identitaire, vous êtes extrême droite, ce qui ne veut strictement rien dire. On oublie que, vous savez que les premiers socialistes étaient contre l'immigration. Oui, bien déjà sûr. des travailleurs étrangers, etc. Enfin, vous connaissez les renversements de valeurs. En 38-39, oui. Voilà, c'était ça. Bon, et je parle pas des collabos. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce que cette confusion des valeurs, et votre livre aide effectivement à la dissiper, et c'est pour ça que des livres pareils sont importants, mais est-ce que cette confusion des valeurs n'est-elle pas entretenue un peu par la doxa, par le bruit du monde? Je parle même pas des réseaux sociaux. C'est ça, on a l'impression d'être dans une confusion totale des valeurs. Pourquoi? Mais parce que le mot de valeur est lui-même confus. Il porte à la confusion. Par exemple, on vous parle tout le temps des valeurs républicaines. Mais il faut faire un tout petit peu de philosophie. Des gens comme Raymond Aron, Hannah Arendt et tous ces philosophes dont je parle ne parlaient jamais des valeurs républicaines. Le général de Gaulle n'en parlait pas. Il parlait de l'État, de la nation, de la République. La République, c'est autre chose. C'est un principe. Les valeurs sont toujours relativisables. Vous pouvez toujours les contester. Et ce mot de valeur, si vous voulez, ça permet d'englober, ça permet de désamorcer. Tout le monde a des valeurs, tout le monde est pour les valeurs républicaines. Il vaut mieux essayer de réfléchir à ce que signifie concrètement la notion d'égalité. Est-ce qu'on parle de l'égalité de droit? Est-ce qu'on parle de l'égalité de fait? Qu'est-ce que ça veut dire la fraternité? Est-ce que la fraternité est obligatoire? Est-ce qu'elle est élective? Est-ce que si on est contraint à être le frère de Monsieur Dupont, c'est que la notion de liberté bat de l'aile. Donc, si vous voulez, Sartre disait quelque chose d'assez vrai et de cohérent de son point de vue. Il disait la seule société fraternelle, c'est la société communiste. Là, vous êtes forcés de vivre ensemble. Oui.
Et une fraternité forcée, on sait très bien une fraternité contrainte, on sait très bien comment ça finit. Voilà, et on a vu comment ça finit, et on a vu comment ça perdure dans certains pays, etc. Et les gens se détestent d'autant plus qu'on les force à être les uns contre les autres. Hein, vous connaissez la formule géniale de Schopenhauer, les hommes sont comme les hérissons, plus on les rapproche, plus ils se piquent. Ça, c'est un peu misanthrope. Hein, c'est un peu misanthrope. Bon. Mais l'homme de droite est un peu misanthrope. En tout cas, votre livre, il n'est pas du tout misanthrope. Votre livre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il donne à voir, il donne à lire, et il donne surtout, je voulais vous dire aussi, j'aime beaucoup que vous disiez dans votre livre, à un moment donné, vous donnez des titres de bouquins et vous dites à lire absolument. Oui, vous envoyez des livres avec lesquels je suis pas d'accord du tout, mais qu'il faut lire pour comprendre l'époque. Par exemple, le livre de Judith Butler, Trouble dans le genre, je l'ai lu, c'est pas une partie de plaisir. Non, mais je vous assure, il faut le lire pour comprendre ce qu'il y a dans la tête des féministes paritaires, idéologues, des féministes radicales. Et ça, c'est bien parce que vous ne vous servez pas la soupe, vous envoyez aussi à d'autres. Et effectivement, quand on n'a pas lu un bouquin, et moi j'ai lu le bouquin de Judith Butler qui est assez hallucinant. Hallucinant. Je cite un passage qui est amusant. Oui, ouais. Oui, très très bien. Mais en attendant, si vous voulez vous décrasser l'esprit, si vous voulez un peu avoir quelque chose, un vrai bain, je dirais de jouvence, mais un vrai bain de lucidité intellectuelle, de lucidité des perspectives, eh ben lisez L'imposture de vivre ensemble de A à Z. En tout cas, ce que vous ferez, c'est vous réfléchirez ensemble, ce qui est déjà pas mal.